Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Nous sommes le jeudi 12 janvier. Merci de nous accueillir encore à la maison. C'est l'heure de l'information sur la première. Voici les titres de la présente édition. Le temps qui passe avec le climat qui change, une véritable bombe à retardement. Les eaux montent encore, 5 mm chaque année. Et ce chiffre, qui paraît minime, menace les villes insulaires. Un jour, des exilés climatiques viendront aussi de chez nous. Des urbanistes crient leur angoisse et cette urgence dans une tribune publiée à Paris. Le budget a été voté, le fonctionnement de l'hôpital sera ainsi moins entravé. L'engagement du pays, la CPS, a permis ce dénouement. Toutefois, cette conclusion n'est pas un happy end. Il reste encore bien des questions, notamment à propos de la démographie médicale. Les syndicats vont réfléchir à une ligne de conduite collective. Justement, nous irons plus loin dans ce journal pour prendre le pouls du personnel et de son état de mobilisation dans un moment de regard très divergent. Mireille Duval, vous la connaissez, élue au conseil d'administration, reviendra sur ces semaines animées. A tout à l'heure Mireille, merci. Une arme auréolée de prestige, la Marine nationale. Elle fait connaître ses métiers, dessine des perspectives pour des jeunes gens motivés et au courage contagieux. Ces derniers sont légion. Ici, ils ont fait des découvertes qui pourraient animer leur décision de s'engager. Nous les écoutons dans un instant. Un amoureux des beaux-arts émettant la peinture qu'il en fit collection. 72 œuvres ayant trait au Tahiti d'hier et de jadis sont sous la lumière d'une galerie publique. Une efflorescence de couleurs et une grande diversité de talents créatifs qui savent émouvoir tous les regards. Nous finirons ce journal sous le charme des imaginaires, tout en nuances. Et pour commencer cette édition, un chiffre qui interpelle, la montée des eaux de 5 à 11 mm chaque année, vous le voyez sur l'écran, et tout d'un coup, le site des conditions s'efface malheureusement devant la réalité. La menace des eaux est là, inexorablement. En Polynésie, plus qu'ailleurs, le futur s'écrit en pointillé. L'avenir des Tuamotu interpelle. Une tribune dans le journal Le Monde demande des décisions politiques très fortes. 2 urbanistes ayant travaillé ici sur le schéma d'aménagement ont posé leur signature. Urgence donc dans ce reportage signé par Lucille Guichet, aidé par nos correspondants. La houle est venue carrément là. Elle est montée dans mon garage. C'est un combat sans fin face aux assauts de la mer. Essayer de gagner du temps, de sauver les quelques mètres de terre. Au Tuamotu, l'atoll de Rangiroa est particulièrement exposé. Avant, devant chez William, se déroulait une large plage de sable blanc. Heureusement, quand on a mis les digues en place, ça a diminué pour la remontée des eaux. Mais pour plus tard, pour l'avenir, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, je pense qu'on craint quand même la montée des eaux. Pour l'instant, aujourd'hui, on est sur des abris de survie déjà, qu'on va mettre en place dès cette année pour nous, pour la commune de Rangiroa. Ensuite, on va essayer de voir avec le pays et l'État comment faire pour renforcer nos berges. À Hao, ancienne base avancée de l'armée française, la houle grignote peu à peu la route menant à l'aéroport. Plus loin, des entrepôts ont dû être consolidés avec des blocs de béton pour les maintenir en place. La végétation, elle aussi, est rongée par la mer. Je suis inquiète, oui, parce que quand on a eu le terrain, on a déjà demandé à l'armée, là, à l'État, de faire la digue de là-bas, de chez Maniero, jusqu'à là-bas. Le changement climatique entraîne une montée du niveau de la mer, des inondations plus fréquentes et des effondrements de terrain. L'Institut de recherche américain Climate Central a créé cette carte interactive. En rouge, le niveau de la mer en 2050. Des motus entiers de Rangiroa disparaissent. L'aéroport international de Tahiti est submergé. Le mois dernier, Laurent Perrin et Jean-François Henrique, urbanistes, ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Ils appellent l'État et le pays à anticiper dès aujourd'hui. Les hommes cherchent à bloquer et artificialiser le littoral, mais la mer est plus forte. Faire en sorte qu'effectivement, le pays soit mieux préparé. Le pays, non seulement les Tuamotu, mais l'ensemble, effectivement, de la Polynésie, pour éviter qu'effectivement les Tuamotu soient les premiers réfugiés climatiques de la République. Tous deux ont participé au schéma d'aménagement général de Polynésie, le SAGE. Aujourd'hui, ils ont le sentiment de ne pas avoir pu aller au bout des choses face à un phénomène qui va s'amplifier. Que de lutter contre ces situations marines, comment peut-on imaginer une stratégie qui permette aux habitants des Tuamotu de trouver des trajectoires de vie, des trajectoires de vie, peut-être ailleurs dans leur île, les îles qui permettent des déplacements des gens du bas de l'île vers le haut de l'île. Les risques climatiques doivent désormais guider les décisions politiques. Vivre autrement en Polynésie
pour éviter les catastrophes. Et social. De la fumée blanche au-dessus du Taonais, après moult hésitations, vous le savez, le budget de l'hôpital a été voté, l'apport financier du pays et l'engagement de la CPS ont eu raison des hésitations. Les services pourront fonctionner même si la crise de la démographie médicale n'épargne pas l'établissement, comme d'ailleurs la France. Les syndicats restent très dubitatifs. Ils doivent déterminer une logique commune d'action. Justement, nous en parlons dans cette édition avec notre invité, Myriel Duval de Force Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci Mireille d'être présente ici. Alors, ce vote de budget, ça vous donne quoi? Un sentiment d'amertume ou c'est quand même une bonne décision pour la vie quotidienne des personnels et des malades? Incompréhension, amertume peut-être, oui, mais incompréhension et beaucoup d'inquiétude pour la suite à venir. Et là, on va être confronté à une réalité, et vous l'avez bien cité, c'est cette baisse d'effectifs, cette fuite de compétences, et c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, voter un budget sans savoir ce qui va arriver demain, avec un budget insuffisant sûrement, parce que c'est ce qu'on répète depuis quelque temps, avec une hausse d'activité et des pathologies beaucoup plus lourdes, donc plus de temps à donner aux patients, avec moins d'effectifs, ça va être compliqué. Pourtant, il y a l'engagement de la CPS, 2 milliards sur la table, ce n'est pas rien. Et le pays qui va proposer 1 milliard, ça a été dit la semaine dernière par le ministre de la Santé et par le ministre de l'Économie, ça ne vous rassure pas? Pas du tout, mais 2 milliards, c'est la CPS, c'est bien, mais c'est ponctuel. Et nous demandons un budget pérenne. Donc, il y a eu des études, il reste à voir avec les ministres ce qu'ils pensent de la santé en elle-même, en général. Et donc, si on ne détermine pas exactement les besoins de cet hôpital à un moment donné, et ça a déjà été fait, puisqu'on a déjà donné des chiffres et tout ce qu'il faut pour que cet hôpital fonctionne bien, on ne comprend pas pourquoi il faut voter ce budget qui ne correspond pas du tout aux activités et aux besoins de la population. Ce qui veut dire que pour vous, rien n'a changé malgré le budget. Alors quel est l'état des troupes, le moral de l'ensemble des personnels de l'hôpital? Une grande déception, une grande fatigue, et il y a une colère qui va surgir, c'est sûr, et on verra demain. Et on devra discuter et faire un retour auprès du personnel. Et c'est eux qui vont décider de la suite. C'est-à-dire demain, c'est une assemblée générale. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez demander à vos collègues de voter éventuellement le principe d'une grève? Bien évidemment, on en avait déjà discuté. C'est déjà en cours, puisqu'on va y aller. On va y aller à un moment donné, et il faudra qu'on le fasse. On n'est pas contre les politiques. On veut simplement faire entendre la nécessité de donner le budget qu'il faut pour bien soigner les patients, pour assurer de vrais soins et pour que la santé soit meilleure. Nous avons quand même le sentiment que ce n'est pas qu'une question budgétaire. Il y a quelque chose qui touche au moral, à la volonté, une profession ou des professions qui ont du mal à trouver aujourd'hui une réalité et une satisfaction sociale. On le voit en France. C'est la même chose ici, sur le territoire? Mais bien sûr, et puis nous, on a quand même une répartition géographique qui est complètement autre. On a des Iliens, on a des patients de tous les îles. Donc, à un moment donné, il faut poser, et puis il y a quand même des techniciens qui connaissent toute cette problématique. Il y a eu des études, et il faut qu'ils se concertent. Et nous, ce qu'on demande, c'est simplement de répondre aux besoins de la population. On le connaît, même la CPS l'a cité dernièrement, elle va mieux, mais la santé des Polynésiens ne va pas mieux. Donc on voit bien quand même qu'il y a une cohérence dans ce qu'on dit. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend? C'est la fermeture de lits, la fermeture des activités, un départ encore plus massif de compétences, de médecins, de soignants. Ça va être la catastrophe. Comment on peut faire alors que la France ne forme plus assez de médecins, plus assez d'infirmières? Comment on fait? Ça fait des années qu'on le dit que ça va pas du tout. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il fallait réagir. Ça fait des années qu'on dit que à un moment donné on va arriver à ça. Et on a toujours eu cette problématique de crise sanitaire, d'épidémie. Donc c'est pas nouveau. Donc il faut pas nous dire qu'on le savait pas. Et on a quand même les mêmes personnes dans les instances du pays, dans les organismes. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous dire qu'ils le savaient pas. Merci beaucoup Mireille. Donc rendez-vous demain 12h pour l'ensemble des personnels autour des syndicats. Merci à vous. Nous y serons évidemment pour suivre l'évolution de la situation du côté du Taonais. Et si l'horizon professionnel se dégageait au-dessus des mers, pourquoi pas, pour nos jeunes Polynésiens, la Marine nationale tenait forum aujourd'hui pour faire naître peut-être des vocations. Car au-delà du prestige de cette arme, il y a également des perspectives et des parcours divers. Ils peuvent répondre aux aspirations de jeunes gens inspirés et motivés. Le reportage avec Ismaël Tayata et les images de Théba Levrat. Un masque à gaz, des bonbonnes d'oxygène, des tenues de feu, mais pas de bouée. Et pourtant, ils sont bien marins. Disons plutôt des marins-pompiers. Alors on peut être héliporté, c'est-à-dire on entre dans un hélico avec nos tenues, du matériel de première intervention
Et ensuite, on est élitrouillé sur le bateau qui est en perdition ou qui a besoin de renfort. Eux aussi sont basés à terre. Voici la brigade cynophile. Notre mission principale, c'est la protection des installations marines, c'est-à-dire que ce soit les ports ou alors les installations qui sont un peu plus dans les terres, comme les centres de transmission marine. Mais on est aussi sur les bateaux. 4 ans maintenant que Maya fait partie de l'équipe. Ce berger belge malinois est spécialisé dans les disciplines de mordant. On a l'habitude, nous, de travailler avec ça, et puis on est habitué. Après, au début, on a un peu d'appréhension, surtout quand on fait mordre les chiens au niveau des bras. Quand on les fait mordre là, qu'on a le visage à côté. Mais ça part au bout d'un moment. Manier les armes à feu, courir avec le pactage, hommes ou femmes, peu importe, tout le monde peut y arriver. Le travail de fusilier marin, c'est aussi un travail de femme. Le personnel féminin au sein de la force est somme toute assez faible. Mais après, vous avez quand même des femmes dans l'institution. L'artillerie plaît aux futurs bacheliers. Il est difficile cependant de dire qui de la passion ou de la raison l'emportera. Je souhaite faire une licence TAPS, 3 ans, à Tahiti ou en France, et faire un master, puis devenir professeur d'éducation physique et sportive. Pas dans la marine alors? Non, mais ce serait un bon plan B. Je ne vais pas faire la marine. Non. Je voudrais faire la réserve. La réserve. Comme je voudrais aussi faire mon métier plus tard, c'est sécurité, la sécurité. Une dizaine d'ateliers tournants, soit près de 70% des métiers de la Marine nationale. C'est une ouverture sur le monde, servie sur un plateau. Vous venez chez nous, même sans formation scolaire ni formation professionnelle, on vous forme, on vous donne ce métier, vous continuez dans l'institution, vous progressez, on vous donne des responsabilités de plus en plus grandes. Et donc du coup, c'est une forme d'épanouissement phénoménal. Phénoménal comme cet hélicoptère, le Dauphin, c'est son nom. 660 heures de vol par an, soit plus de 85 personnes secourues. Des performances qu'il doit à son mécanicien. C'est quelque chose que j'aime, la mécanique, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, bon, ça fait 18 ans que je suis dans la marine. Aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de l'avion, de l'hélicoptère. L'équipage est composé de 2 pilotes, d'un plongeur et surtout d'un treuilliste. Il ou elle peut descendre un plongeur de l'hélicoptère ou remonter une personne en détresse. Il y a beaucoup d'autres missions annexes dans ce métier-là. On fait pas mal de photos de renseignement, on peut être radariste, on peut être sonariste. On a plein de choses en fait et c'est ce côté qui me plaisait bien. En plus on vole en hélico, on est embarqué sur des bateaux, donc ça permet d'allier un peu les deux, de voyager. Par exemple au sud, la marine recrute 4000 personnes par an. Parmi elles, une centaine d'engagés polynésiens. Autant de livres, les récits de marins donnaient à rêver. Les bateaux, les phares dans les îles, les lumières dans les villes, et puis les effluves et les musiques qui venaient dans le soir. Puis, il y avait tous ces objets, le sextant, les vieilles cartes du monde, les jumelles et les briquets tempêtes. Bref, une atmosphère que l'on va retrouver grâce à ce reportage de La Réunion qui nous parle de vieux objets. C'est parti. Un instrument phonique qui servait autrefois à la communication à bord. C'est l'une des pièces d'un puzzle qui en compte 200, décorant la médiathèque de Sainte-Marie. La figure de proue de l'expo, une simple pirogue. Cette pirogue, elle nous vient de Nouvelle-Calédonie, elle a été tracée dans un tronc d'arbre. C'est une seule pièce et c'est, je dirais, la pièce maîtresse de l'expo puisque c'est assez rare comme élément. C'est probablement un élément kanak. Ceux qui ont lu Tintin, ça peut se dire 1000 millions de mille sabords, donc c'est un objet assez rare en expo. Hein, donc on l'a donc dans cette expo-là un sabord, mais on a beaucoup d'autres objets à présenter, quoi. Après la Kanaki, la Chine est aussi présente, tout comme l'île Maurice. Les amis d'Éric Vénère ont bénéficié d'un don exceptionnel provenant du fonds d'un collectionneur disparu. Combien d'argent a-t-il investi pour réunir autant d'objets? On ne le saura jamais. Pour naviguer, pour voyager, il faut des bateaux, il faut des instruments de voyage, il faut des sextants, il faut des compas, il faut des boussoles, il faut des cartes, il faut des instructions nautiques, des ouvrages qui permettent de naviguer. Et c'est ça qui est important, c'est que ce propos-là, avec les objets, ça nous permet d'avoir une connexion matérielle avec l'histoire maritime. Et ça, c'est rare. L'exposition se présente en 3 volets. Une première partie fait la part belle aux vestiges oubliés du littoral.
Et malgré le déferlement d'objets issus des coffres du Grand Bleu, la confrérie ne perd pas le nord. Des panneaux rappellent les principaux naufrages comme l'Adour en 1913 près de Bois-Rouge. Simples visiteurs ou fans de la marine à voile ou marchande, l'exposition leur dévoile ses trésors jusqu'à la fin du mois de mars. C'est très beau et c'est super. Politique, les parlementaires ultramarins mélangent leur sensibilité et leurs accents, leur but, parler d'une seule voix face au gouvernement de Paris. Des sujets communs animent leurs réflexions. En Guyane, ils se sont réunis avec un nom de code, rencontre des députés des territoires 97, une initiative inédite dont l'écho va résonner fortement à l'Assemblée nationale. Reportage avec nos confrères Antoine Defive et Mourad Bouritima. Ce n'est pas un nouveau groupe parlementaire, encore moins un nouveau parti. Mais ce rassemblement entre députés d'outre-mer est inédit. La délégation n'a pas le même rôle. La délégation, elle organise des missions d'information. La délégation, c'est un organe de l'Assemblée nationale. Ici, c'est une réunion de politique. Vous avez le bassin Pacifique, le bassin Atlantique, le bassin de l'océan Indien, tout le monde est là. Ce n'est pas le cas dans les groupes parlementaires qui siègent au sein de l'Assemblée. Après une rencontre en Guyane, 18 députés décident de s'unir. Une réponse face au mépris du gouvernement à l'égard de leur territoire. D'abord, il y a eu la loi sur le pouvoir d'achat dans laquelle il n'y avait rien sur les Outre-mer. Ensuite, il y a eu le budget Outre-mer qui, pour la première fois, a été voté à l'unanimité des députés ultramarins et qui a été rayé d'un trait de plume avec le 49.3. Et le dernier événement, effectivement, c'est la question de la réintégration des soignants, où il y avait la majorité sur les bancs de l'Assemblée. Et pour la première fois, le gouvernement a fait de l'obstruction. Après ces événements, les députés veulent changer de méthode. Principal axe de travail, que les Outre-mer soient visibles dès l'élaboration des lois et plus uniquement par décret d'application de ces dites lois. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. D'accord ? Donc tous les livres qui ont été faits, bleu, jaune, vert, tout ce que vous voulez, les couleurs, c'est été fait sans nous. Nous ne sommes pas une variable d'ajustement, nous ne sommes pas des faire-valoir. Nous sommes des Français à part entière. Donc partant de ce principe-là, nous devons apparaître dans les lois. Les parlementaires transmettront leurs revendications à Elisabeth Borne dans les prochains jours. Tous espèrent la rencontrer au plus vite. Et ces députés ont prévu de se retrouver cet été du côté de la Réunion, mais pour l'instant, aucune date n'a été fixée sur le calendrier. Un collectionneur éclairé a confié ses tableaux à la galerie Au Chevalet, ici à Papeete. 72 œuvres signées par 40 artistes différents, désormais disparus. Une manière de remonter le siècle et de saisir Tahiti et ses gens sous des angles différents. L'éclectisme est là, tant les styles sont variés. Une palette de créativité susceptible d'éveiller et de charmer tous les regards. Eloane Le Naour, Nicolas Suire et Patita Savea, nos reporters ont savouré cette diversité et cette grande beauté. C'est parti. Ravelo, Bobby, Lemoine, en tout, 40 peintres de renom nous présentent une exposition inhabituelle et variée. Parmi les 72 œuvres, la plus ancienne, le kiosque à musique de Pierre Loti, date de 1914. Ce kiosque de la place Vailleté avait été détruit, puis rebâti dans les années 2000. Une autre œuvre parmi les plus rares, Le sommeil de Morio Octave, recherché par des collectionneurs avertis et même les musées. Il a été pris par de l'opium aussi, hein. C'est pour ça qu'on découvre des couleurs un peu assez vives et qu'on ne trouve pas d'ailleurs sur certains tableaux de certains artistes. Hein. François, amateur de peinture, a été ravi par une œuvre de Gray. Les couleurs, le flou un petit peu, également le fait que ce soit, on dirait, une image du temps passé, du temps de l'époque du peintre, mais qui change un petit peu de la folie et du monde moderne dans lequel nous vivons. Il aura fallu 6 mois pour préparer une exposition qui a failli ne pas voir le jour. C'est avec un certain regret que le propriétaire s'est séparé de ses tableaux. Il est venu pour voir les tableaux qui étaient réencadrés. Il nous a carrément demandé s'il pouvait les ramener chez lui. Alors il est parti avec une dizaine de tableaux et puis on s'est dit il va les garder, il va plus les mettre en vente. Il a bien réfléchi et tout et au dernier moment il nous a ramené les tableaux. Il a dit bon, c'est décidé, on fait la vente comme on a dit. Après 2 jours d'exposition, déjà 12 œuvres ont fait l'objet d'une offre. Elles restent toutes disponibles jusqu'au 27 janvier à la galerie Au Chevalet.
C'est quasiment la fin de ce journal avec le rappel de l'information principale de la journée, une information qui concerne l'hôpital. Le budget a été voté, c'est la conclusion d'un feuilleton qui durait depuis des jours. Les enveloppes débloquées par le gouvernement et la CPS ont facilité cette conclusion et cette solution. Toutefois, les problèmes sur le fond demeurent. Les syndicats doivent désormais se coordonner pour une éventuelle feuille de route commune. L'idée de grève n'est pas écartée. Ils se retrouvent demain à 12h. Programme de la télévision. Ce soir sur la première, vous allez voir notre écran, Greenleaf, avec des secrets de famille pas toujours avouables. Et puis après, Coche en mariage et amoureuse. Il ne faut pas mélanger le travail et la vie sentimentale. Un téléfilm plutôt sympathique et hilarant à découvrir sur nos écrans. Travail de Tahiti Info pour demain, la une de notre confrère, c'est sur le VIH. Le nombre de cas augmente ici en Polynésie. Tous les détails dans les pages du journal. Merci beaucoup de votre commune présence tous les soirs sur la première. Demain, retour de Marouki Duri pour le journal en français. À 19h, à la radio, vous le savez, le matin d'information, elle est signée par nos collègues Carlos et Ibrahim. Sur la première, nous n'hésitons pas, nous vous en mettons plein la vue avec les belles couleurs de l'exposition au Chevalet. Il ne faut pas se gêner, c'est superbe. Mettons des nuances et des reliefs dans nos existences. Bonne nuit et à bientôt sur la première. Ua uhi mai oe me te maama o te poe iai. I Hawaii ki tō kuhane ma kiwiki e ia tō hei anu anua te ke ka ahine na o me te ka uha a vaima I Hawaii ki tō. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.